Alors bonjour à tous et bienvenue à ce Facebook Live aujourd'hui en compagnie de Benjamin Nérial, notre formateur en hypnose évolutive. Bienvenue Benjamin. Merci Jean-Charles, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler on va aller plus en détail dans c'est quoi l'hypnose évolutive et plus spécifiquement, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui différencie l'hypnose évolutive des autres approches et aussi quels sont les avantages, les points forts de l'hypnose évolutive autant du point de vue d'un praticien que du point de vue d'un sujet. Okay? Et ce qui est très important avant d'aller plus loin de comprendre, c'est que la raison de la rencontre, c'est pas de dire que l'hypnose évolutive, c'est meilleur que les autres approches d'hypnose, parce que personnellement, je pense que ça n'existe pas une approche d'hypnose qui convient à tout le monde. Hein? Je pense que ce n'est pas possible, donc c'est pour ça que la diversité est importante. Mais en même temps, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'hypnose évolutive, ça répond et ça correspond à des besoins, des valeurs, à même à une compréhension de l'humain qu'on ne retrouve peut-être pas nécessairement dans les autres approches d'hypnose, mais qui est super efficace et très appréciée pour les personnes justement qui partagent ces valeurs-là et cette vision de l'humain-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a peut-être qui vont écouter et qui vont se dire « Ah, c'est intéressant, ça me parle plus ou moins », puis d'autres, ça va être « Oh my God, c'est possible de faire de l'hypnose comme ça me parle ». Des deux, c'est OK, c'est juste une question de résonance. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Benjamin? Oui, absolument, bien sûr. Absolument. Donc, juste avant de commencer, pour faire un petit peu un topo des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, je vais juste faire un petit partage d'écran rapide ici. Donc, on va regarder ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est quoi l'hypnose évolutive dans un premier temps. Après ça, on va parler aussi du cadre philosophique. Tu sais, je parlais de la vision de l'humain, ça rentre un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que c'est exactement? On va parler aussi des valeurs qui sont présentes dans l'hypnose évolutive, qu'est-ce qui est relié à ça. Aussi, super important, le rôle du praticien, comment il est différent de l'hypnose évolutive, la même chose par rapport au rôle du sujet, comment il est différent. On va aussi aborder la conception de changement derrière l'approche. Puis ça, je pense que c'est particulièrement important. Et même, je dirais qu'en tant que sujet ou quand on veut suivre un processus d'hypnose, ça peut être intéressant à savoir puis même à poser la question parce que est-ce qu'on change parce que la personne nous donne simplement des suggestions ou il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on change? Donc ça, on va en parler, c'est important. Et on va évidemment prendre un moment pour différencier peut-être plus en détail par rapport à l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, l'hypnose classique. Et si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas surtout à poser des questions, on est là pour ça. Donc voilà, Benjamin, fait que je vais faire disparaître ça de l'écran pour qu'on puisse être plus, tu sais, puis je vais grossir ça ici. Donc, peux-tu commencer, Benjamin, juste pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est quoi l'hypnose évolutive? Déjà, juste voilà, pour vraiment clarifier, c'est une approche de l'hypnose que je dis souvent, c'est généraliste, dans le sens où n'importe quelle personne qui aurait besoin dans sa vie d'une séance d'hypnose pour un symptôme très commun en lien avec la gestion du stress, avec les comportements, la gestion des émotions et autres, peut consulter, comme finalement, il pourrait aller voir un praticien d'un autre courant d'hypnose. Donc, ça fait partie de cette grande famille-là des courants d'hypnose d'accompagnement. C'est de l'hypnothérapie, bien sûr, c'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est pas de l'hypnose de foire, c'est de l'hypnothérapie, de l'hypnose de l'accompagnement pour aller vers la connaissance de soi, le développement personnel et spirituel, j'ai envie de dire. Il y a une dimension globale comme ça. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça définit bien? Ça, oui. Dans un premier temps. Après, oui. Il y a plein de nuances, mais c'est vrai que pour bien le situer, c'est un petit peu aussi différent, par exemple, dans l'Institut avec HSR, qui est hypnose spirituelle de régression, très spécifique, ou d'un processus de communication avec les défunts, aussi très spécifique. Donc là, on est hypnose évolutive. Entre guillemets, n'importe qui peut consulter pour différents symptômes, différentes problématiques. Exactement. Et c'est complémentaire aux autres formations. Ouais. Hein, parce qu'en fait, puis vous allez voir, parce que ceux qui connaissent peut-être HSR, vous allez voir, les principes en arrière sont très similaires. C'est juste l'expérience qui est différente. Et donc, c'est pour ça qu'on va aborder tous ces aspects-là. Parce que on va parler aujourd'hui, il y en a beaucoup qui correspondent autant à l'hypnose spirituelle de régression ou le processus de communication avec les défunts que Benjamin a parlé tantôt. Donc, si on abordait, Benjamin, justement, le fameux cadre philosophique, comment est-ce que tu le décrirais de ton côté, puis j'apporterai aussi des points. Alors, il y a plusieurs points dans le cadre philosophique. Je dirais qu'il y a peut-être la valeur, tu sais,
du respect total et inconditionnel du monde de l'autre et de sa vie intérieure et spirituelle, ce qu'on appelle aussi les croyances, la vision du monde. Il y a un accueil voilà, inconditionnel de ça et également une posture qui est réellement, pour le praticien HE, donc hypnose évolutive, qui est vraiment humble et au service. Ce qui n'a rien à voir avec une posture du pouvoir sur l'autre. C'est le pouvoir d'amener l'autre, d'aider l'autre à connecter un état de conscience qui est accessible, naturel et tout à fait, j'ai envie de dire, quelque part assez simple finalement à vivre, ce fameux état hypnotique, sans un pouvoir de l'hypnotiseur, d'aller faire en sorte que ça marche parce que il le fait avec un petit peu de volonté. Le praticien, quand il touche vraiment cette posture de favoriser simplement un état avec des techniques respectueuses, douces, va amener déjà beaucoup de confiance et beaucoup de sécurité. Je crois que c'est important souvent de rassurer les gens qui connaissent pas l'hypnose, que ça les intrigue, mais ça leur fait un petit peu peur. Ils veulent pas qu'on leur manipule les cerveaux, qu'on leur implante des suggestions sans leur accord. Donc pour moi, il y a toujours une transparence et une posture, j'allais dire, bon, sincère, authentique, et au service, quoi. Voilà, c'est vraiment l'opposé de l'image qu'on pourrait se faire aussi du hypnotiseur qui va suggérer le changement. Attention, hein, 5, 4, 3, 2, 1, changer, je le veux. Et puis, si jamais on est crédule ou tu vois, ou sous une espèce d'impressionné d'une hypnose aussi de fascination, d'imaginer voilà que ça pourrait créer un changement miraculeux. Et là, du coup, on est carrément dans, à mon sens, si on croit ce genre de fonctionnement, limite à la limite de la du charlatanisme ou de la supercherie, tu vois, ce que je veux dire par rapport à l'hypnose, on va dire caricaturale de l'hypnose classique. Donc c'est important pour moi toujours de recadrer ça pour la représentation qu'on se fait de l'hypnose dans la compagnie. Effectivement. Puis aussi le fait justement que ça soit une approche qui intègre la spiritualité, mais qui ne l'impose pas, hein, qui s'adapte à la spiritualité de la personne. Je pense, si tu vas en glisser quelques mots, je pense que ça, c'est une des caractéristiques importantes. Oui, parce que pareil, alors là on vient de parler d'hypnose, mais si on parle de spiritualité, moi des fois je dis finalement entre guillemets en tant que praticien, le monde en parle et le plus on le vit et le mieux ça vaut. Dans le sens où on n'est pas là pour aller essayer de convaincre l'autre d'un monde spirituel ou quoi que ce soit, mais dans l'hypnose à la base c'est les yeux fermés, donc on pourrait dire première step c'est l'imaginaire. Et après à partir de cette porte ouverte, en fonction, il y a beaucoup quand même de mystères dans moi ce que j'appelle après c'est un monde subtil par opposition à matériel, hein, c'est-à-dire même quand on se projette les yeux fermés dans un autre endroit, qu'on fait simplement un état dissociatif de projection dans un lieu de ressourcement ou autre, on l'explore avec quelque part, on pourrait dire notre imaginaire ou on pourrait aussi dire notre conscience. Et ce qui est sûr, c'est que nous en formation, il n'y a absolument aucun dogme d'enseigner. Je suis pas un maître spirituel qui va dire voilà ce qui se passe avec l'esprit, avec l'âme. Hein. J'aime évoquer des enseignants, des mystiques, des gens qui ont partagé leur vision aussi d'un monde parallèle. Et c'est totalement inclus, sans être imposé. Mais évidemment, c'est vrai que c'est bien de le repréciser, mais ça me paraît tellement évident parfois. Ouais. Et ce qui fait aussi que dans la clientèle qui veut consulter des praticiens qui se sont formés, ils sont pas obligés d'adhérer à des croyances sur l'après-vie, sur tout ça. Ils viennent juste avec leurs propres difficultés, leurs propres souffrances d'être humain qui nous relient tous, voir quelqu'un qui s'est formé, qui a appris comment aider et qui favorise avec son cœur et ses pratiques qu'il maîtrise voilà, du mieux qu'il peut en fonction de comment il s'est entraîné, comment il s'est formé, vers une évolution. Et au final, à la base, c'est juste ça. Hein. Donc, et derrière, bien sûr qu'on va évoquer la notion néanmoins d'âme. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un mot en plus qui peut être entendu de différentes manières. On peut le faire avec du cœur et avec de l'âme, cette pratique, d'être habité par une entièreté, tu vois, comment je pourrais dire, c'est plus des fois une valeur qu'on a dans la spiritualité, ne serait-ce que de compassion, d'assumer d'avoir de la compassion, tu vois, par rapport à des courants qui des fois revendiquent la distance, la neutralité absolue ou quoi. Ben, nous, on peut assumer d'être touché, d'être ému par ce qui se passe par l'autre, d'avoir de la compassion. Donc, moi, c'est comme ça un petit peu que j'en parle des fois de cette notion spirituelle. Ouais. Et si on parle du cadre spirituel, dans le sens que
Tu sais, puis même en hypnose spirituelle de régression, puis je dirais à l'IHS de façon générale, parce que bon, on aborde quand même on parle d'âme, on peut parler aussi avec l'HSR, on parlait de réincarnation, même si en HE, en hypnose évolutive, on fait pas ce type de travail-là. Mais ce qui est important que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'IHS, les principes qu'on a choisis à quelque part, c'est vraiment les principes les plus communs qui ont été rapportés par les expérienceurs de mort imminente, les médiums, les personnes qui ont des expériences parfois de voyage astral, des expériences de contact avec l'au-delà, le monde invisible, de façon générale. Il y a même des scientifiques qui vont avoir cette vision-là. Fait qu'on a comme pris un petit peu les points les plus communs, comme de quoi, par exemple, la Terre, c'est une école, hein, qu'on s'incarne pour apprendre certaines choses et que aussi ce qu'on vit, on a décidé de nommer des problèmes, des défis, tu sais. Donc, c'est une autre façon parce que si on s'incarne puis on vit certaines situations, il y a peut-être quelque chose à apprendre de quelque chose comme ça, pour qu'on puisse utiliser ce défi-là comme un tremplin dans notre apprentissage pour devenir plus que qui on était avant. Donc, ce n'est pas des problèmes qu'on veut dire, ça ne devrait pas être là, selon l'ego, tu sais. Donc, il y a ces aspects-là. Et la notion aussi qu'il puisse y exister des consciences dans le monde invisible, que ce soit guides spirituels ou même des défunts. Je pense dans les formations, ça arrive parfois que il y a des défunts qui se pointent le nez comme dans toute séance d'hypnose périsseuse, j'ai le goût de dire. Je ne sais pas si tu peux en glisser un petit mot là-dessus. Oui, c'est-à-dire que des fois, dans ce qu'on appelle... Je ferme juste la fenêtre parce qu'il y a un avion qui passe au-dessus. Donc, dans les séances, moi, par exemple, il y a un protocole dès le technicien, dès le niveau 1, qu'on appelle contact avec un être ressource. Et un être ressource, c'est ultra vaste, au final, puisque c'est la porte de l'imaginaire. Donc, tout le monde le vit. C'est pas compliqué. 100% des gens qui font ces pratiques le vivent. Et cet être ressource, finalement, il peut appartenir... il peut être, il y a des exemples infinis, dont ceux que tu viens de citer. Et en tout cas, ce qui est génial dans cette formation, c'est que les gens, ils sont pas gênés, tu vois, à le dire, ce qu'ils viennent de vivre. L'autre fois encore, là, dans le praticien qui vient de se terminer dimanche dernier, il y avait une participante qui dit « Ah oui, là, il m'est arrivé des choses, j'ai vraiment vu des choses, je suis un petit peu gênée de dire parce que c'est un peu étrange. » Et elle a relaté tel qu'elle l'avait vu avec donc les yeux de son esprit, on pourrait dire, ressenti avec cette perception subtile d'une expérience sous hypnose. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable parce que, soit entre guillemets, c'est vrai, et il y a énormément d'autres personnes qui relatent, je sais pas, ils appellent ça des fois voyage astral ou tout un tas d'autres choses, des expériences similaires, des êtres un peu qu'elle avait comme vu, perçu ou ressenti, avec échangé. Et si, quand bien même on n'y croit pas, en termes ne serait-ce que de créativité, c'est déjà fascinant et c'est déjà magique. Et puis les émotions ressenties, elles sont indiscutables. Donc on peut même après l'analyser ou l'interpréter de différentes manières, très rationnelle, de manière où on se laisse ouvert aussi au mystère de ce qu'on peut humblement dire, ne pas tout voir, ne pas tout connaître, ne pas tout savoir. Donc moi ça m'émerveille toujours. Et c'est surtout accueilli, c'est ça. Et je me souviens vraiment, Jean-Charles, moi, et bon, après, c'est pas pour critiquer, mais je me souviens vraiment d'une de mes premières formations il y a longtemps, dans d'autres cours en hypnose, où il y avait une personne qui disait j'ai le sentiment de percevoir un ange gardien, et puis le formateur lui a dit non, il n'y a pas de ça ici, hein. Ça, par contre, il n'y a pas de ça. Hein. Ah oui. Et il était comme brimé, tu sais, de cette représentation-là, comme si tout d'un coup ça devenait religieux et que c'était tabou et que c'était surtout dangereux. Nous, quelque part, c'est un petit peu l'inverse, quoi. C'est vraiment accueillir toutes les expériences comme elles se manifestent, sans les juger, sans non plus les surinterpréter, bien sûr, toujours, mais... Oui, effectivement. Puis ça, je pense que c'est super important, justement, que quelque part, de notre point de vue, c'est pas important, c'est objectivement, historiquement vrai, peu importe ce qui est vécu. L'important, c'est l'impact que ça a sur la personne. Puis moi, de mon côté, tu sais, même si, par exemple, tu parlais tantôt un ange gardien, même si la personne, c'était métaphorique, ça reste qu'il y a une intelligence qui a créé cette expérience-là, puis que si cet ange gardien-là lui transmet de la sagesse, lui transmet des informations qui sont aidantes, pour moi, c'est tout aussi impressionnant que ça soit vrai, ou que ça soit le cerveau ou l'intelligence intérieure qui a créé ça. Et c'est pour ça que pour nous autres, de notre point de vue, on n'est pas en train de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est en quoi c'est aidant. Il y a une raison pour laquelle ça a émergé. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Parce que qu'on le veuille ou non, je pense qu'on peut pas nier
que c'est une forme d'intelligence qui est beaucoup plus sage même que l'esprit conscient de la personne de façon générale. Donc, et absolument, je te rejoins totalement là-dedans. Et j'ai presque envie de rajouter qu'il n'y a rien de plus respectueux pour le client, le patient, celui qui vient consulter, entre guillemets, de capter lui-même ses propres messages par ses propres ouvertures, on va dire, que ce soit subconscient, inconscient, conscience supérieure. Au final, on s'ouvre à toute forme de possibilités. Plutôt que ce rôle qui peut, pour le coup, des fois être beaucoup plus discutable, d'être le sachant, qui va commencer à expliquer à l'autre. En tout cas, c'est pas le cas d'une séance. Ça peut être dans d'autres contextes tout à fait intéressant d'aller chercher du savoir auprès de maîtres spirituels. Mais nous, on est là et en fait, on favorise une interaction avec ces fameuses questions que j'adore enseigner, qui sont des questions à la fois hyper ouvertes, hyper respectueuses et qui ne suggèrent pas, mais qui invitent à développer l'expérience intérieure. Et les messages, ensuite, on les note en tant que praticien, ou on les enregistre, enfin on en fait quelque chose, on les redonne même à la personne quand elle a ouvert les yeux, quand elle est revenue bien en état de conscience ordinaire, et c'est l'émotion que ça crée. Et si en plus on peut s'en souvenir derrière et qu'on peut en faire une espèce de une boussole en fait intérieure qui vient alors de soi ou pas de soi, peu importe, mais en tout cas elle vient pas du thérapeute, avec ses propres représentations du monde et ses propres croyances. Le thérapeute, il a favorisé l'espace. Et c'est joli. Et en plus, quand on est en groupe dans les formations, ce qui est génial, c'est quand on fait les partages et que chacun des fois partage ce qu'il a reçu comme information, ce qu'il a ressenti comme émotion, parce que ça peut résonner pour d'autres. Parfois aussi, j'ai remarqué, les binômes, ils se font alors qu'il y a des grandes résonances dans les thématiques. Et c'est très joli, quoi. En fait, c'est émouvant. Et des fois, même moi, ça me laisse... tu sais, ça me fait comme si j'étais intimidé. Je ne sais pas si tu as déjà fait dans une séance, la personne, elle est en contact avec quelque chose de force intérieure, ou que ce soit imaginaire. Ou... Et tout ce qui vient, c'est tellement... je suis là... Mais ça m'intimide, quoi. Je note tout, je ne veux louper aucun mot, aucune virgule, aucun truc pour restituer à l'identique. Et après, l'impact que ça fait en face, c'est vraiment fort. Ben oui, puis tu sais, ce que tu commences à mentionner là, on va l'approfondir bientôt, mais dans le rôle, c'est vraiment d'être comme une sage-femme, en fait. Tu sais, quand tu disais ça, le praticien n'est pas celui qui sait ce que l'autre a besoin d'entendre pour changer, c'est celui qui facilite une expérience pour que l'autre accède par lui-même à sa sagesse intérieure, que ce soit les guides, le moi supérieur, la source, peu importe, une intelligence sage que tout le monde peut avoir accès dans cet état-là, et c'est là que c'est différent de ce qu'on retrouve de façon générale, parce qu'au lieu d'être le praticien qui dit OK, bon là, je vais te faire telle suggestion, ou je vais te faire telle métaphore, ou on ne part pas de la compréhension du praticien, on part du sujet pour que ça émerge à l'intérieur, puis comme tu le mentionnes, que les clés viennent de l'intérieur du sujet. Ouais. Et cette habileté, après, au départ, elle s'entraîne et puis elle devient automatique. Et ce qui fait que même si on va des fois sur des processus qui peuvent être un peu complexes, qui peuvent aller dans différents aspects de la personne, des fois sur la ligne du temps aussi, il y a des protocoles quand on avance un peu dans les cycles qui sont un peu denses. Mais le praticien, lui, en fait, son job, c'est une écoute au top. Une retranscription des mots qui sont les mots de l'eau, donc pas de projection, et les questions magiques. Moi, j'appelle ça les questions magiques parce que je les trouve magiques, mais on va dire que c'est des questions clean, des questions, je me répète, mais c'est tellement important, qui n'induisent pas et qui, je sais que nous deux, on est très très synchro sur cette rigueur, parce que des fois, moi en formation, je suis très permissif, je leur laisse beaucoup de créativité, beaucoup de... D'ailleurs, ils aiment beaucoup de comprendre eux-mêmes et de s'autoriser un petit peu à flexibiliser les process. Mais alors, sur les questions magiques, je suis hyper rigoureux. Je dis, attention, la question, c'est celle-là. Et si elle est comme ça, que ça fait des années qu'on la travaille, là, c'est parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment fine et on ne peut plus respectueuse. Ah oui, effectivement. Puis puis le principe qui est en arrière de ça, c'est vraiment le fait de ne pas... Bon, j'aime pas le mot, mais il transmet bien l'analogie, ne pas contaminer l'expérience du sujet par nos propres interprétations, nos propres compréhensions, nos propres croyances en tant que praticien. Tu sais, ça peut être, puis vraiment plein d'exemples, mais tu sais, ça peut être aussi simple que juste dire à la personne, tu dois te sentir heureux.
alors qu'on impose une émotion. Alors, comment tu te sens par rapport à ça? Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il ne faut pas, tu sais, où il y en a, puis ça peut paraître même parfois normal, tu sais, hey, tu dois être content de savoir ça. Tu sais, on ne suggère pas que ce soit des émotions ou des compréhensions ou même des liens, peu importe, il faut le plus possible que ça vienne de la personne. Et tu vois, s'il y avait une qualité à mettre en avant, moi, que j'invite vraiment à les rencontrer intérieurement en tant que praticien, c'est la curiosité. Qui, bizarrement, dans certaines éducations, a des fois été un peu brimée. Moi, j'ai des fois entendu gamin, oui, la curiosité est un mauvais défaut, comme si on était intrusif, invasif et tout. Et en fait, là, cette posture d'être curieux, de s'intéresser, on ne sait pas ce qui se passe chez l'autre, on suit le fil un petit peu avec nous-mêmes, avec notre imaginaire de praticien, avec tout ce que l'autre nous décrit, parce que faut rappeler juste que c'est une pratique aussi où il y a souvent, pas dans tous les process, mais souvent une partie où la personne sous hypnose, elle parle, elle raconte quelque part ce qu'elle est en train de vivre et on la questionne et donc on a une interaction comme ça, ce qui n'est pas le cas dans tous les courants. Et le fait de poser des questions parce qu'on est curieux et qu'on ne sait pas à l'avance, on ne sait pas comment... Et même si on voit quelqu'un qui a une larme, de dire « Oh, je vois que ça te rend triste », ça, erreur, projection. Par contre, je vois une larme sur ton visage, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est des détails, mais l'ultime sophistication est dans les détails. Et oui, et on le ressent quand on vit dans les séances avec des praticiens. Dès qu'ils nous imposent des choses, quand on est sujet, on se dit « Oh, mon Dieu, non, ça vient pas de moi, ça brusque et ça crée des petits glitches un petit peu dans l'expérience qui sont inconfortables. Et que si ça se répète trop, ben là, ça devient vraiment inconfortable parce que le sujet a l'impression qu'il se fait dicter un petit peu ce qu'il doit vivre ou ce qu'il doit sentir. Et c'est ça qui peut même affecter le lien de confiance avec le praticien aussi, en bout de ligne. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment... puis cette rigueur-là, elle est très importante. On va vraiment dans les présuppositions dans les questions. Hein, pourquoi on pose ces questions-là? Et c'est ça, pour que ça soit le plus respectueux possible. Et puis, on appelle ça souvent, HSR, on appelle ça du leading inapproprié, une guidance inappropriée. On peut utiliser d'autres termes aussi, mais c'est vraiment fondamental. Puis, je dirais à l'hypnose spirituelle, de façon générale, c'est comme ça qu'on l'enseigne, qu'on est très rigoureux à l'IHS avec ça, mais je dirais même l'hypnose spirituelle en général, ça devrait être un concept de base parce que ça peut nuire. Hein. C'est ça. Ouais, bien sûr. Exactement. Ouais. Super. Et puis avant on a déjà commencé à parler un petit peu des rôles, mais avant d'aller plus dans les rôles, si on parlait un petit peu des valeurs qui sont associées à l'hypnose évolutive, on en a parlé, puis dans la publication que j'ai faite dernièrement, les valeurs, puis même la bienveillance, par exemple. Cette qualité, la présence, l'écoute. Qu'est-ce que tu dirais qui définit bien l'hypnose évolutive au niveau des valeurs? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, bien sûr, ce que tu viens de dire, pour moi, il y a cette notion de respect, mais personne dira, bah oui, non, il n'y a aucun courant qui va prêcher le non-respect. Mais en fait, c'est respecter parce qu'on a conscience de l'impact des mots quand une personne a les yeux fermés. Donc, en fait, de manière assez paradoxale, parce que si on regarde la définition de l'hypnose dans le dictionnaire, c'est l'art de la suggestion. Eh bien, parfois, dans l'hypnose évolutive, finalement, c'est l'art de la non-suggestion. Avec cette posture-là, qui est respectueuse. Pour moi, il y a une notion d'attention avec un grand A majuscule. Donc, d'être attentif à l'autre le plus possible, par opposition des fois être attentif, tu sais, à son mental et quelle est la prochaine suggestion que je vais pouvoir dire pour remplir le vide. Oui. Moi, j'aime bien quand il y a du silence, en fait, et quand je vis des séances, et quand finalement je fais aussi des propositions au groupe, de guidance de groupe, des fois sur 10 minutes, en début de journée, en fin de journée. Si je dis quelque chose, par exemple, que je fais une suggestion, ne serait-ce que d'intégration, et de ce qu'ils viennent de vivre dans la journée, des moments forts, je laisse un petit peu de silence, en fait, parce que chacun a son moment fort, et puis se laisser le temps de vivre. Donc, pour moi, il y a une notion d'attention, de prendre son temps, de douceur aussi. Parce que des fois, il y a des trucs d'hypnose, merci. Alors, pour moi, c'est très important d'être dans une forme de douceur, de compassion. Bon, je pourrais faire une liste assez longue, mais
Et puis, tu sais, je vais quand même rajouter un dernier truc, c'est la notion de confiance. Confiance en ce qui se passe. Parce que des fois, dans ce qui se passe, et d'accueil. Oui. Alors, on va rajouter deux choses. C'est-à-dire que Ouais. des fois, il se passe un truc chez l'autre, par exemple, il est débordé d'une émotion assez forte, et dans notre tête, on se pourrait dire, ah mince, non, c'est pas du tout ça, rouvre les yeux, arrête, on partait normalement sur un truc positif. Là, moi, intérieurement, c'est ok. Donc là, il vit un truc, il libère quelque chose, donc j'accueille, j'ai pas d'autre choix, de toute façon, c'est comme ça, quand bien même il a l'air de vivre un truc fort. Et de faire confiance dans le process. Et de faire confiance. Moi, des fois, je dis aussi aux élèves, si la personne, elle vit des turbulences, qu'elle a une remémoration de quelque chose de difficile de sa vie, c'est pas vous qui créez la souffrance, là. Vous êtes dans vous tenez un espace, et il y a peut-être une capsule qui est en train de se libérer pour être extériorisée. Et c'est bon, en fait, dans l'absolu. En psychoéducation, le fait d'exprimer plutôt que réprimer, globalement, ça aussi, il me semble, il y a quand même la plupart des praticiens de l'accompagnement sont assez d'accord avec ça. Donc, moi, je fais confiance en ce qui se passe. Et même si des fois, c'est rare, hein, mais à la fin d'un process, il y a quelqu'un qui repart avec un espèce d'inconfort. Ça m'est arrivé dans quelques accompagnements, j'en ai quand même certains, où il partait avec une image un peu difficile, un sentiment mitigé et tout. Et la fois d'après, la séance d'après, il m'a dit ça m'a tracassé pendant plusieurs jours et j'ai eu une prise de conscience phénoménale. Alors que moi, le bon élève qui essayait de faire la bonne séance où la personne elle vive un truc chouette, il y avait une part quand même qui me disait j'ai peut-être pas fait tout exactement comme il fallait. Et en fait, si tout était juste. Donc, une espèce de confiance dans ce qui se passe, quoi. Ouais. Ah oui, je suis content que tu le mentionnes parce que c'est confiance en la vie aussi, qui va se passer ce qui a besoin de se passer. Parce que moi, j'ai la croyance intime que quand deux personnes font un travail ensemble avec le cœur, avec respect, avec l'intention élevée d'évoluer, il va se passer ce qui a besoin de se passer. T'sais. Et c'est pour ça on peut quand même mettre des filets de sécurité, ces choses-là. Mais en même temps, d'avoir cette confiance-là, puis que quand ça émerge, comme tu dis, parfois ça peut peut-être pas nous surprendre, mais qu'en arrière de ça, puis moi, c'est ce qui qui m'impressionne le plus dans ces types de processus-là, c'est comme l'intelligence en arrière que plus tard, on comprend, ça avait sa raison d'être et que ça nous a mené là, puis il fallait juste faire confiance que, tu sais. Ouais. Et ça, c'est important, cette confiance-là. Et en même temps, la personne demeure toujours libre. Tu sais, la liberté, je pense, c'est elle qui va choisir d'embarquer ou non dans l'expérience. Tu sais, nous autres, on ne force rien, on n'a pas de désir en tant que praticien. OK, tu dois changer ça, il doit se passer ça. On se met comme au service d'une intelligence, puis on aide à faire fleurir ce qui a besoin de fleurir chez l'autre, l'accompagner d'une certaine façon, mais c'est pas nous autres qui imposons. C'est très, très respectueux, puis la liberté aussi. Si la personne ne voulait pas entrer d'une expérience, bon, moi, ça m'est pas arrivé souvent, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé qu'une personne, elle dit « Ah non, ça, je suis pas prêt. » C'est OK. Parfait, tu sais, tout simplement. C'est pas, on ne force rien. Ça, c'est important. Et tu sais, ça m'est même déjà arrivé en formation où, par exemple, parce que on fait 3 jours, après un espace de 4 jours, après à nouveau 3 jours, et des fois, il y a 2 jours de suite où s'enchaînent des processus forts, où les gens ils vivent en lien avec leur propre vie, leurs propres défis, leurs propres problématiques, et qu'une personne a été fort remuée par un process, et qu'en fait le jour même, ou dès le lendemain, ça fasse un petit peu trop tôt pour elle, pour le vivre, et elle me dit, je sens que ça va, que je suis encore en train de métaboliser ce qui s'est passé tout à l'heure ou la veille, et je lui dis, en fait, tu t'écoutes, parce que la liberté, imagine si je commence à dire, non, il faut le vivre, t'es en formation, maintenant tu vas le faire. Je leur dis, par contre, ce qui serait top pour vos apprentissages, c'est que vous puissiez vous caler le binôme, puisqu'on travaille avec Zoom et tout ça. Ouais. En formation, en vrai, ils le font toujours parce qu'on est en suivi WhatsApp. Après, ils nous font le retour. On a fait le 2e tour, mais 2 jours plus tard, bien posé, 2e binôme avec le temps, parce que moi, je leur donne des timings forcément à respecter pour la formation. Donc, des fois, quand ils font des rendez-vous entre eux, ils prennent plus de temps, ce qui est bien normal. Et en fait, c'est du respect. Moi, quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui dire, mais enfin, merci tu me parles de ce qui se passe pour toi, de ton sentiment, de tes limites. Donc, des fois, on est bouleversé, on n'a pas envie d'y retourner tout de suite. C'est comme, des fois, on me demande combien de temps il faut entre 2 séances dans un accompagnement. J'ai plus envie de dire, ça dépend, en vrai, hein. Alors, bien sûr, il y a des grandes moyennes, on peut faire des recommandations, mais des fois, on le sent qu'il faut du temps de métaboliser un truc ou que, de manière assez rapprochée, il faut y retourner. Ouais, oui.
Et bah du coup, bah c'est encore l'autre qui nous le dit, quoi. Et donc si on est attentif, parce qu'on l'écoute et qu'on le regarde, bah à un moment donné, il nous donne juste toutes les clés pour l'accompagner au mieux. Hein. Exactement, exactement. Ouais. Super important. Au niveau des valeurs, y a-t-il d'autres choses qui te viennent? Bon, ben j'ai noté l'amour. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent en formation d'hypnose. Je sais pas pour toi. Et pour moi, c'est important dans cette qualité-là. Bon, c'est pas de l'amour, c'est l'amour avec un grand A, si tu veux, pas de couple nécessairement, mais tu sais, pour l'humain, hein, de façon générale. Puis je sais pas, que j'aimerais ça t'entendre par rapport à toi. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est dans le langage, dans la langue française, le mot amour, on dit j'aime le fromage, j'aime mon conjoint, j'aime la VTT. Donc c'est un mot en fait mais il y a évidemment énormément de vibrations et de nuances différentes dans l'amour. Et moi tout à l'heure, quand je parlais de compassion, il y avait un petit peu un rapport comme ça, c'est-à-dire déjà d'aimer l'autre comme il est, avec toutes ses facettes pendant la séance. C'est une posture en fait, c'est un état d'être où on est connecté, relié, synchronisé aussi à son monde et d'aimer ce qu'on fait. Et moi, c'est ça, c'est-à-dire kiffer d'accompagner. Et moi, quand on a les témoignages, là, comme dans la vidéo, tu sais, que tu as publié, les témoignages et qu'on voit les gens à la fin, mais ils ont les yeux qui brillent, qui disent, mais j'aime tellement faire ça. Et c'est ce qui rejoint ce que tu as dit au début de ce live, quand tu disais, voilà, cette pratique, on va vous la présenter. Puis ensuite, il y a autant de pratiques que de gens qui conviennent à telle ou telle personne et qui conviennent peut-être pas à d'autres. D'aimer ce qu'on fait, d'aimer l'autre, bah, c'est de l'amour en fait. Ouais. Et même au niveau physio, c'est peut-être de l'ocytocine, hein, tu vois. On est heureux de retrouver son client, de l'accompagner. Moi, je sens des fois quelque chose de privilégié d'avoir des confidences en fait sur l'intimité de la personne. Et puis d'avoir ce cadre de sécurité, ou bien sûr ça restera que dans le cadre de la formation, si c'est la formation, ou de la séance quand c'est en clientèle. Donc moi, je trouve que c'est joli de pouvoir assumer d'aimer ses patients ou ses clients et d'aimer son job, quoi, d'aimer de faire ça, vraiment. Ben oui. Donc, c'est d'amour. Oui. Puis tu parlais de privilège aussi quand tu as mentionné ça. Ce qui me vient, c'est parfois justement quand le sujet connecte avec une intelligence sage, que ce soit un guide, que ce soit peu importe, les informations qui sont reçues, des fois, c'est ce privilège d'avoir accès à ces informations-là. Puis je me dis, mon Dieu, c'est à mon sens, puis c'est la même chose, en hypnose spirituelle de façon générale, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pratiques que le praticien peut recevoir autant que ce qu'il donne. Tu sais, parce que si en hypnose plus conventionnelle ou traditionnelle, que tout vient du praticien, ben, le praticien ne sera pas surpris. Il va peut-être être heureux du changement qu'il perçoit chez l'autre, mais il n'aura pas nécessairement appris quelque chose. Tandis que quand on guide la personne dans une expérience, qu'elle reçoit des enseignements de sagesse ou des compréhensions sages, puis que des fois, ça résonne pour nous. Tu sais, des fois, tu disais, il n'y a pas de hasard dans les binômes, mais aussi, il n'y a pas de hasard dans les personnes qui viennent nous voir. Tu sais. Bah ouais, mais en fait, je l'avais jamais totalement conscientisé autant que ce que tu viens de dire, mais je me rends compte qu'en fait, c'est des moments d'émerveillement. Hein. C'est-à-dire qu'on accompagne quelqu'un, il nous raconte ce qu'il vit, mais c'est juste waouh. Ah ouais, et c'est beaucoup mieux que n'importe quelle série ou n'importe quel métier où on est en train de radoter la même chose, d'expliquer tout ça. Enfin, je sais pas. Après, bon, je pourrais comparer, je connais pas toutes les autres pratiques, mais là, oui, non, c'est carrément dans la mesure où on a des protocoles, mais comme il y a donc les protocoles donnent un cadre, en fait, tiennent un cadre avec un peu comme une idée générale, et en fait. S'il y a, par exemple, 12 participants dans la formation, il y a 12 expériences différentes. Ouais. Si on fait rencontre avec un être ressource, il y a 12 êtres différents ressources. Et donc, c'est waouh. Si on fait connexion avec un lieu de ressourcement spirituel, waouh, là où ils vont, en fait. Et nous, on est là. Et alors, en plus, moi, je suis encore plus, honoré parce que j'ai les récits. Je peux passer dans les salles, bien sûr. Pour aider, pour prendre des notes, tout ça. Mais du coup, je suis là. Oh là là, c'est vrai, c'est très enrichissant aussi pour ceux qui pratiquent. Ça, c'est clair. Ah oui. Puis comme tu le mentionnes, ben il y a pas de routine, en fait. Il y a pas de. Tu répètes jamais. Bon, il y a peut-être l'induction qu'il faut être un peu plus répétitive, malgré qu'on peut en faire d'autres, mais l'expérience comme telle, c'est jamais la même. Fait que ça,
moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Il y en a qui aiment la routine puis que ça va, mais moi, j'aime quand c'est vivant, en fait. Ouais. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu me parlais aussi des valeurs, des qualités, tout ça, dont j'ai parlé de curiosité, mais il y a cette notion de créativité qui me paraît très importante. Alors, pas forcément pour le coup, enfin, si, pour des inductions, le praticien peut s'autoriser peut-être un petit peu créatif et tout ça, c'est clair, mais c'est favoriser la créativité chez celui qui vit la séance, mais quand même, après, moi, j'ai déjà eu des participants en formation qui se mettent ensuite à écrire des contes hypnotiques quand même. Donc là, ça, c'est pas créatif et c'est juste magique. Je me dis, ça peut réouvrir aussi ces fameux canaux de créativité qui, quand les artistes parfois voilà en parlent avec le cœur, c'est des fois un peu mystérieux en fait. L'inspiration, la créativité, c'est un état. Souvent, c'est un état où on se sent en sécurité. C'est pas l'état de stress en général, hein, c'est plutôt l'état inverse, mais qui favorise la liberté d'être, de créer, d'inventer, de se laisser guider. Et moi, rien que ça, c'est déjà un thème qui pose question, qui peut être un peu mystérieux, cette fameuse créativité. Oui. Puis je compléterais même en tant que praticien, tu sais, dans les questions qu'on pose, c'est certain qu'on a une gamme de questions qui sont déjà préétablies, mais en dehors de ça, quand on comprend les principes en arrière des questions, ben, parfois, quand on est juste à l'écoute, ben, il va y avoir une question qui va nous venir, puis là, on va poser, qui n'était pas dans le manuel nécessairement, mais qui va ouvrir vers quelque chose. Donc, notre propre intuition, parfois aussi, elle est impliquée dans le processus. Hein? C'est bien, oui, à préciser. C'est intéressant. Je vois le temps qui avance. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus clairement dans le rôle du praticien. Donc, on a mentionné tantôt que c'est interactif, que ce n'est pas c'est pas lui qui choisit ou qui décide que ce que la personne doit savoir pour changer. Quoi d'autre est-ce qu'on pourrait dire sur le rôle du praticien? Moi, je dirais qu'il est facilitateur d'un état de conscience. Il n'est pas le créateur de l'état de conscience, il facilite l'état et il favorise derrière. Alors, des fois, on parle de changement et bien sûr qu'il y a une notion de changement, mais si on approfondit ce terme, c'est que la personne, elle ne change pas, elle reste elle-même et elle évolue. Elle passe pas d'une personne avec tel type de personnalité et tout d'un coup, fantasme, je vais être totalement différent et elle change, comme on changerait sa télévision parce qu'elle est cassée. C'est pas ça. J'arrive avec mes blessures, avec mes failles, avec mes difficultés, avec mes qualités, avec mes dons, mes talents et j'évolue. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport aussi à cette notion de défi, c'est comment une problématique, parce que c'est quand même souvent ça qui fait consulter les gens, une crise, un moment de vie difficile, un problème en fait. Hein. À partir de là, que je ne veux plus, hein, le problème, clairement, comment je vais en faire une opportunité pour découvrir davantage qui je suis sur un symptôme qui nous pourrit la vie, je sais pas, même si je prends l'exemple le plus, allez, entre guillemets, le plus banal, il n'est pas banal dans l'absolu, mais d'une personne qui veut arrêter de fumer, elle arrive, elle fume, elle veut qu'au bout de 3 séances, ça marche, elle fume plus. Tout ce qu'on peut découvrir derrière un symptôme comme ça, sur ses propres besoins, sur comment on a intégré ce comportement. Parfois, il y a même des liens transgénérationnels avec des comportements, des liens de loyauté, une compréhension intérieure de sa façon de gérer le temps, de gérer les émotions, de gérer la motivation ou le stress ou tout un tas de choses. C'est tellement riche qu'en fait, derrière, on peut arrêter de fumer, on vient pour ça, et avoir évolué. Exactement. Puis je suis content même dans cet exemple-là qu'on retrouve souvent en hypnose, dans l'arrêt de tabac, c'est ce que les gens vont faire avoir recours souvent. Mais pour moi, il y a une partie de moi qui a toujours pensé ou trouvé ça dommage, justement, que si on a une approche plus juste de suggestion directe ou indirecte, peu importe, pour que la personne arrête de fumer, mais qu'elle n'ait pas appris, c'est comme si parfois on peut passer à côté d'une opportunité d'évolution. Parce que, tu sais, pour qu'une personne fasse un comportement qui soit nuisible, pour lui, ben, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. À quelque part, il y a quelque chose qui doit être... Et que si on fait juste boucher le trou, dire « Ah ben là, j'arrête de fumer », bon, tant mieux, la personne ne fume pas, mais est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? C'est une question. Et c'est pour ça que des fois, des détracteurs de l'hypnose disent oui, mais après, il y a des transpositions de symptômes. Ok, la personne arrête de fumer parce qu'on l'a dégoûtée, mais finalement, elle boit 2 fois plus, ou elle prend des médocs, ou elle a d'autres addictions qui s'amplifient. Et ce qui peut arriver dans certains cas où on prend que le comportement.
Et moi, par exemple, j'ai un souvenir notamment sur ce sujet aussi d'une personne que j'avais accompagnée sur ce thème, et elle avait été bouleversée parce qu'elle avait découvert que derrière se cachait en fait un besoin infini de douceur dans sa vie, et que c'était une espèce de stratégie conditionnée qui lui appartenait pas de fumer. Et donc non seulement elle s'est libérée, mais en plus elle a intégré dans son foyer, alors ça parlera peut-être aussi, mais elle a adopté un chat. Okay. Et en fait, ça a amené, elle avait 2 petites filles en plus en bas âge et tout, donc les 2 petites filles, au lieu de sentir un appartement fumé avec une mère stressée qui en même temps se culpabilisait du truc, tout d'un coup, bah, la famille s'est comme agrandie, ils ont découvert le lien à l'animal. En plus, c'était une minette, tu sais, de ces races un petit peu comme Angora, super doux, super doux. Et ça m'avait ébloui un peu de beauté. Alors, c'est un exemple infime, mais c'est juste pour de peut-être illustrer de manière assez concrète comment non seulement le symptôme peut effectivement disparaître, mais en plus, ça peut embellir la vie par une compréhension profonde et un acte posé dans sa vie qui va dans le sens de nourrir ses besoins, dans le respect de soi et de son environnement, en fait. Et ça peut être de sa famille, voilà. Exactement. C'est des valeurs. Ah oui. Et à mon sens, puis bon, on fait des recherches là-dessus, mais il y a plus de chances que ce type de changement-là tienne dans le temps parce qu'il va être plus justement respectueux de l'écologie intérieure et du besoin de la personne, plutôt que ce soit l'effet de suggestion qu'à un moment donné, peut-être que vu qu'il n'y a pas une compréhension qui est venue avec ça, que s'il rencontre une situation plus difficile, ben ça ne tiendra pas. Ouais. Donc, c'est pour ça. Fait que ça fait vraiment partie, effectivement, du rôle important justement, de faire ce type de travail-là plus ouvert et de pas juste d'être dans le conditionnement. Puis même par rapport à ça, je sais pas jusqu'où tu en parles dans ta formation, mais quand on fait des suggestions post-hypnotiques, justement, de ne pas conditionner des comportements. Tu sais, comme on voit Mesmer qui dit, bon, ben, quand je vais toucher mon nez, tu vas faire telle affaire. Bon, c'est de l'hypnose de divertissement. Mais à quelque part, il y en a qui vont faire les mêmes choses pour essayer de changer l'arrêt tabac, ces choses-là. Et que justement, ben, l'idée, ce n'est pas de juste dire à partir de maintenant, tu fais ce comportement-là automatiquement, parce qu'un automatisme ne peut pas être une évolution. Parce qu'une évolution part d'une compréhension, part de quelque chose à l'intérieur, alors que si c'est automatisé, ben, c'est juste qu'une programmation. Et en hypnose, le concept de programmation est très présent, du moins dans l'inconscient collectif. Et le seul type de programmation qui peut être intéressant, en tout cas de mon point de vue, c'est de programmer, de reconnecter peut-être aux ressources, aux compréhensions, à l'état. Et après ça, tu peux choisir de faire le comportement, mais il faut que ça vienne de la personne. Si tu fais juste à partir de maintenant, tu ne fumes plus, blablabla, blablabla, il y a pas, c'est un changement horizontal. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas d'évolution. Ouais. En fait, sur ce thème des suggestions post-hypnotiques, ça veut dire les suggestions que le praticien fait un petit peu vers la fin du protocole d'hypnose et qui concernent l'après-séance, donc les heures, les jours, les semaines, les mois qui viennent, et les années d'ailleurs. Effectivement, moi, ce que j'enseigne, c'est d'utiliser un langage qui soit déjà suffisamment ouvert et en lien avec, par exemple, on va simplement suggérer que tout ce qui vient de se passer, d'être vécu, compris, intégré, va continuer d'agir en toi et à travers toi, bien après cette séance, et simplement t'inviter à rester curieux à toutes quelque part les prises de conscience ou les évolutions que ça pourrait apporter. Donc, c'est une manière de suggérer que tout ça va comme continuer à impacter peut-être certains domaines de la vie aussi avec lesquels la personne est venue comme problème. Mais oui, jamais encore une fois, t'as totalement, voilà, enfin, je pense que maintenant, j'imagine aussi que les gens commencent aussi à comprendre l'état d'esprit derrière, mais ça serait une prise de pouvoir. Eh oui, que de dire, tu penseras à moi, il y a cette suggestion à chaque fois que tu auras cette vilaine envie de, je sais pas quoi, ou ce comportement. En fait, on est carrément uniquement dans du reconditionnement figé, quoi, en fait. Exactement. Exactement. C'est du dressage. C'est une bonne, effectivement. C'est un peu dans l'esprit, c'est pas exactement ça, mais c'est dans l'esprit. Ah, mais oui, mais c'est un peu juste. Moi, je sais que j'aime beaucoup, tu sais, proposer un ancrage avec une main sur le cœur qui déjà en soi peut avoir une espèce de symbole aussi, comment dire, de sens au niveau même d'un inconscient collectif. Et je l'appelle un peu la boîte au trésor pour se remémorer
les moments forts vécus, les moments émouvants, les moments nourrissants, les moments qui étaient touchants, les messages reçus, et de temps en temps de pouvoir, comme on dit, réactiver un ancrage, c'est-à-dire fermer les yeux, repenser peut-être à l'image la plus forte, la plus significative de l'expérience, ressentir à nouveau ce sentiment qui est nourrissant, qui nous fait du bien, pour continuer à évoluer dans cette direction qui est bonne pour nous. Mais quand on dit qui est bonne pour nous, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste que l'intention est posée, elle est là. Ouais, exact. Puis si on aborde maintenant le rôle du sujet, parce que bon, évidemment, c'est de rapporter son expérience. Hein? Ouais, et puis c'est un rôle actif en fait. Oui, exact. Exact. Ce Donc, qui ça, est c'est bien, vraiment aux antipodes de la façon traditionnelle de faire l'hypnose, hein, qui est plus le sujet, c'est rôle passif, celui qui écoute. Ouais. On va pas, le praticien, il va pas faire à la place. Il va pas enlever le programme, mettre un autre programme. Ça, c'est pas chez nous. Pas chez nous, ça. Nous, le praticien, il va. Donc, du coup, puisque ta question, c'est le sujet, le client, la personne qui reçoit la séance, elle est active, c'est-à-dire qu'elle est engagée. Elle a le courage aussi d'aller rencontrer des parts d'elle, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent avoir des problématiques, mais qui ne vont pas du tout voir, hein, qui continuent, hein, comme c'était avant. Donc déjà, elle est courageuse d'accueillir ses émotions, de métaboliser les choses et de, comment je pourrais dire, de jouer le jeu activement, quoi. Et aussi, des fois, entre les séances, de pouvoir réécouter des choses, reprendre des choses pour renforcer, en fait, reprendre des choses, si c'est des messages qui ont été notés quelque part ou des choses comme ça, de pouvoir de temps en temps les relire comme pour s'engager, en fait. On parle d'un petit peu de plan d'action, alors toujours à définir avec son praticien et tout, mais s'engager dans son évolution et pas penser que tout va se faire au niveau inconscient. Hein. Non, hein. Enfin non, je ne crois pas. Hein. Ouais, parce que pas dans notre approche. Ouais, j'ai pas. Tu sais, c'est. En fait, traditionnellement, les gens, je pense, puis c'est un peu ce qu'on trouve dans les conseils collectifs, c'est comme si aller voir quelqu'un, un praticien en hypnose, c'est comme aller voir quasiment le garagiste. Tu sais, tu y vas, tu ouvres le capot, tu dis OK, fais le travail, puis tu me dis quand c'est fait. C'est ça, exactement. Tu sais. Alors que non. Tu sais, il peut avoir, je veux dire, je dis non. C'est une approche. Mais c'est pas ce que, à mon sens, qui est le plus utile nécessairement pour la personne. Parce que si elle s'engage justement dans le processus, puis elle a une responsabilité de changer. Tu parlais de plan d'action, c'est quand même très important de dire, tu as reçu ces informations-là, tu as vécu ça, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Et quand elle réussit, je pense qu'elle va chercher même de la fierté envers elle parce qu'elle a fait, c'est pas genre, il m'a fait arrêter de fumer, c'est, on a travaillé ensemble, mais j'ai aussi collaborer dans le processus. Donc, il y a un apprentissage. Donc, vu que c'est pas juste l'autre qui nous a changé. Hein. Bien sûr. Ce qui m'est venu quand je t'écoutais, c'est aussi une alliance vraiment entre l'esprit conscient et les parts plus subtiles de notre être. Alors, on peut dire inconscient, subconscient, conscience supérieure, tout ce qui se passe quelque part, des fois, au fin fond de notre être. Mais pour moi, c'est très important dans une évolution globale d'avoir aussi conscience. Je n'ai pas peur de le dire, c'est-à-dire de se souvenir de morceaux de la séance, de comprendre intellectuellement comme dans le cœur, les deux ensemble. C'est pas on laisse le mental de côté et le conscient, le méchant conscient. Non, le conscient, il a besoin des fois de comprendre, il a besoin de transparence. Il se sent rassuré quand il comprend et qu'il est impliqué, qu'on lui cache rien. Parce que tu sais, des fois, il y a ça, des fois un peu dans certaines petites choses d'hypnose ericksonienne où on suggère une amnésie pour que surtout la personne ne se souvienne pas, mais que ça doit se passer. On suggère que tout va se passer de manière totalement inconsciente. Et puis, soit ça se passe et on fait non, c'est magique. Soit ça se passe pas et on dit non, ça marche pas ton truc. Et par ça, hein, ouais. Ah oui, effectivement. Pour moi, c'est vraiment une différence importante. Pour moi, ouais. J'avais une idée que je voulais. Par rapport à la conscience. En fait, tu sais, on crée un état expansé de conscience, puis c'est pour ça que, c'est ça fait le pont avec la conception du changement que justement dans les approches plus traditionnelles, comme tu l'as mentionné, hein, c'est comme si le changement se fait inconsciemment, puis on va même parfois donner la suggestion d'oublier, comme tu l'as mentionné, alors que quand on travaille dans une expérience intérieure, parfois spirituelle,
On veut que la personne soit consciente, qu'elle accède, puis qu'elle s'en rappelle. Fait que ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de contourner pour changer le programme en arrière pour que la personne puisse changer, mais qu'on crée un état expansé de conscience. Et c'est quoi un état expansé de conscience? Quand on augmente le champ de conscience, ben, c'est avoir conscience des choses qu'on n'avait pas conscience avant. Donc, c'est ça. Fait que le fait d'avoir conscience ou de réaliser, c'est pour ça qu'il y a des prises de conscience dans ces types de processus-là, que la personne dit « Ah, j'avais pas pensé ou j'avais pas vu ça de même ou pas de ce point de vue-là. » C'est comme s'il y a une pièce dans la maison qui s'allume puis qu'on dit « Ah mon Dieu, je savais pas que c'était là, ça. » Donc, c'est pour ça que la conscience, ça, je dirais, c'est une des différences fondamentales sur la façon que le changement s'opère. Ouais. Ce n'est pas un changement inconscient ou qu'on essaie de parler à l'inconscient pour qu'il change. Ça se fait en conscience, en connectant avec une conscience supérieure, que la personne reçoit, accède à des informations, vit une expérience. Et c'est ça qui va être le domino qui va amener la personne vers la faire avancer sur son chemin. Comme ça, pour moi. Et du coup, ça favorise, si tu veux, comment je pourrais dire, une alliance ou en tout cas une harmonisation entre le plan spirituel, le plan mental, le plan émotionnel et le plan comportemental. C'est pas ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. C'est toutes ces dimensions de l'être qui sont quelque part mobilisées un petit peu ensemble, avec la conscience qu'elles peuvent toutes avoir des impacts aussi les unes avec les autres. Ces différentes strates de l'humain. Ouais. Je vois par rapport au changement. Ouais. C'est ça. Fait que vraiment, le changement, c'est important de le comprendre, ce n'est pas le résultat de ce que le praticien a dit. Ce n'est pas une suggestion que le praticien a dit qui fait qu'on change, c'est vraiment ce qu'on vit. Et c'est là que l'intelligence sage qu'on connecte, qui dirige l'expérience, peu importe que ça soit le moi supérieur, les guides ou peu importe que ce soit, mais c'est de ces compréhensions-là que vient le changement. Et pour moi, ben, c'est là qu'on parle d'évolution. Parce que c'est quoi évoluer? Ben, c'est comprendre de nouvelles choses, faire des prises de conscience et surtout les mettre en action. Parce que si on fait rien, on a compris à moitié. C'est ça. Ouais. Donc, et puis là, je vois le temps qui avance un petit peu. Fait que si on faisait un wrap-up par rapport aux différences avec peut-être l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça? Tu as fait pas mal de formations. C'est vrai que là, bon, déjà, ce qu'on vient de dire, ça me semble être quand même une différence. Ouais. Alors, mais si on devait vraiment essayer de résumer, de clarifier, il y a ce rapport un petit peu à l'inconscient. On va parler à ton inconscient. Alors, moi, j'aime bien l'inconscient, mais je dirais que c'est une part. Et encore une fois, on vient de le dire, il y a aussi le conscient, il y a aussi éventuellement une forme de conscience supérieure. Et puis, il y a un engagement, donc, verbal de la personne, là où parfois on est plus passif quand même dans des approches ericksoniennes où on va communiquer avec un petit geste inconscient ou des fois juste écouter, relaxer, écouter des suggestions, réveiller. Alors, je veux pas résumer parce que, en fait, je veux pas réduire parce que, bien sûr, je connais pas tous les praticiens et toutes les écoles et tous les courants inspirés de Milton Erickson qui a fait un travail merveilleux, mais c'est quand même c'est quand même une différence. Et moi qui ai approfondi, bien sûr, ça a été une de mes premières formations, j'ai aussi dans l'enseignement laissé de côté tout ce qui me paraissait superflu, comme parfois, allez, j'assume, mais l'excès de suggestions indirectes. Apprendre pour dire à quelqu'un ferme les yeux, de faire 4 suggestions indirectes, passer une demi-journée là-dessus. À un moment donné, si on dit juste ok, ferme les yeux, prendre une grande inspiration, alors non seulement ça marche aussi bien, déjà pour info, et ensuite ça donne un sentiment juste que c'est simple. Donc pour moi, il y a un peu plus des fois de simplicité. Moi, je ne suis pas contre les suggestions directes du sens que je viens par exemple de citer. Ça s'appelle des suggestions directes. Ferme les yeux, prends une grande inspiration. C'est direct. Mais quand c'est fait avec douceur et respect, ça marche très bien. Et les gens, ils n'ont pas de résistance pour faire ça en général. Donc petit exemple comme ça. Il y a les techniques langagières aussi qui sont, je pense, sont assez mises de l'avant, même le saupoudrage ou des fois qui sont une forme de manipulation, pas mauvaise, mais qui est une sorte de façon d'influencer indirectement. Oui. Puis pour ma part, quand on travaille dans la conscience, ben, c'est comme c'est pas en adéquation. T'sais, tenter de manipuler quelqu'un pour devenir conscient, c'est pas logique. T'sais, c'est pour ça, allons-y avec le cœur, allons-y dans le vrai, dans la transparence. Et l'individu peut changer sans qu'on fasse plein de petites entourloupettes comme ça qui vont l'amener
pour l'amener à changer. Je ressens ça aussi. Après, c'est vrai que, encore une fois, il y a plein d'apports qui sont très jolis, mais sur même si c'est une manipulation positive, c'est quand même un état où, au niveau de la posture, au lieu d'être juste dans cette curiosité, cette ouverture, cet accueil de ce qui se passe, on est dans une petite volonté, avec des stratégies de questions indirectes. On va demander de faire un petit peu il y a un petit peu d'effet même un peu, c'est pas encore une fois trop négatif, mais un petit peu d'effet placebo avec, tu vois, parce que on a fait faire un geste et que la main s'est élevée toute seule, alors du coup, tout ton être va changer. Ouais. Si tu t'es à moitié endormi dedans et que tu n'as rien compris à ce qui se passait, je suis pas toujours sûr, moi, mais c'est parce que moi, je suis un peu méfiant en vrai. J'ai toujours remis en question, en fait, les principes même qui m'ont été enseignés. Et je les ai comme toujours essayé de les vérifier de l'intérieur, en vivant les choses, et aussi en étant observateur de tous les gens qui recevaient les séances, et puis de tous mes collègues, et puis même nous, à chaque fois qu'on a interagi, et donc de dire à un moment donné, ça, un peu limite. Hein. Ouais. Puis comme tu as mentionné, il y a quelque chose qui vient de la volonté. Ouais. Du praticien. Ouais, tu peux faire changer l'autre. On veut réussir, on veut le faire arrêter de fumer. Donc on veut qu'il change. Alors qu'en fait, si on est juste là bien sûr, on a une intention, c'est notre job, c'est très clair, c'est de l'aider, de lui faire vivre une expérience transformatrice. Et après, à un moment donné, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est juste laisser le temps, en fait, que l'autre métabolise et tout d'un coup, paf, que les prises de conscience émergent. Et j'ai l'impression que c'est plus respectueux, plus écologique et effectivement plus durable dans le temps. Et on est bien dans ses pompes. Voilà. Il n'y a pas non plus de promesses, tu sais, mensongères, choses comme ça. Bon. Ouais, exactement. Puis ça, c'est quelque chose qu'en discutant avec Isabelle Edline, qui est aussi une formatrice d'accompagnement thérapeutique, elle a vraiment, parce que son background, justement, comme psychanalyste, cette volonté-là, c'est vraiment, on ne devrait même pas vouloir que la personne change. C'est pas à nous. Qu'est-ce qui dit que nous, qui sommes-nous pour dire, tu dois changer aujourd'hui? Ou que ça doit se passer, parce qu'il y a des changements qui prennent du temps, il y a des changements qui doivent se maturer, qu'il y a des prises de conscience, ça doit se faire, et que nous, c'est d'accompagner au meilleur avec le cœur, puis faire confiance à ce qui va se passer, ce qui a besoin de se passer. Si ça prend une séance, tant mieux. Ça en prend 3, ça en prend 4. C'est OK. C'est pas à nous. Et c'est pour ça qu'il faut en tant que praticien, puis je l'ai vraiment compris là en discutant avec Isabelle, il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui aide puis un sauveur. De sauveur, de dire, OK, tu vas changer, tu vas faire ça. Il faut comme complètement se libérer des résultats, à quelque part, de ce qui se passe. C'est juste d'accompagner, puis suivre le processus, tout simplement. Puis et c'est pour ça qu'on doit, à quelque part, de dire, si la personne n'a pas changé à ce moment-là, c'est OK, puis pas se dire, j'ai mal fait mon boulot. Mais non. Elle a besoin peut-être d'une session ou deux ou un petit peu de temps, et c'est OK. Le changement prend du temps parfois. Et ça, c'est important, je pense, pour tout le monde à le comprendre, conscientiser quand on est sujet d'hypnose. Hein. Ouais. Et par rapport à l'hypnose humaniste, as-tu quelque chose à partager? Peut-être sur la notion, des fois je trouve que dans ce courant, encore une fois, qui a toute sa magie, tout, mais que j'ai pas toujours approfondi. Je m'étais formé, mais j'ai pas toujours approfondi parce que parfois, par exemple, dans l'interprétation des symboles ou le fait de proposer les symboles, notamment les contacts, je préfère effectivement ne pas interpréter et ne pas suggérer en fait de rencontres avec différents archétypes. Par exemple, moi, je n'ai jamais enseigné rencontre avec un sage ou rencontre avec un enfant intérieur ou avec. Je vais toujours suggérer de reprendre les mots de l'autre. Donc, par exemple, si quelqu'un me dit, il y a une part de moi qui se sent triste, je vais dire, OK, on va aller à cette rencontre de cette part de toi qui se sent triste. Alors, elle est comment? À quoi elle ressemble? Et des fois, les gens me disent, c'est mon enfant intérieur. Donc, ça colle avec des symboles qui sont enseignés dans différents courants et du coup, paf, c'est formidable. Mais en fait, des fois, c'est juste autre chose. Et c'est pas, encore une fois, dans les livrets. Donc, tout l'art est subtil, c'est d'attraper le vocabulaire de l'autre et qu'à chaque fois, c'est un nouveau process. On pourrait presque les mettre à chaque fois dans un livre, faire un nouveau protocole, notamment avec toutes les ressources. Et c'est ça que je trouve beau, vraiment joli, et c'est moins dirigiste. Nous, on fait quelque chose de beaucoup moins dirigiste. Je pose des questions du type, OK, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais pas dire, allez maintenant,
entre guillemets, c'est fais ça, fais ça, fais ça. Enfin, tu vois, c'est moins quand tu parlais de leading. Bien sûr, il y a quand même un canevas qui encadre, et à un moment donné, on termine la séance. Mais voilà, il y a ce truc-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ouais, je pense que c'est une différence. Je ne connais pas personnellement beaucoup l'hypnose évolutive, mais de ce que j'ai entendu, ça rejoint un petit peu justement je pense que c'est ça, les archétypes ou le sens, le sens de l'expérience, ou du moins une partie, se trouve à l'extérieur du client, à quelque part. L'interprétation peut venir. L'interprétation, voilà. L'interprétation, c'est ça. De la symbolique. Tel symbole, ça veut dire ça, tel symbole, ça veut dire ça. Et pour une personne pour qui ça parle, c'est parfait. Et c'est pour ça que moi, je me dis, en tant que sujet, maintenant, c'est pas c'est notre responsabilité, mais en tout cas, pour moi, personnellement, c'est important. Si je vais voir un praticien en hypnose, peu importe, je dirais, comment ça fonctionne, comment? Le changement, c'est quoi ton approche? Parle-moi de la conception du changement, parle-moi-en davantage pour que je puisse voir, est-ce que ça me correspond ou pas? Parce que s'il y a une personne qui dit, moi, les archétypes, c'est Jung, tout ça, ça résonne, vas-y, ça va être ça. Et d'autres personnes, c'est juste une question, encore une fois, comme je l'ai mentionné au début, c'est pas dire ça c'est le meilleur que telle affaire, tout à sa place. Tout le monde peut. Oui, c'est pour juste expliquer les différences, c'est ça. Identifier, comme ça les gens font un petit peu plus c'est ça. S'y retrouvent un peu mieux. Et je m'excuse si, parce que quand on est dans une approche, on a tendance à la décrire comme étant meilleure parfois un peu que l'autre, mais c'est pas l'objectif. Hein, en vrai, comme c'est celle quand même qu'on a créée, c'est parce qu'on a mis tout ce qu'on aime faire dedans. Donc, oui, je préfère de l'affection. En fait, et moi, c'est ce que des fois je dis aussi en formation. Je dis, je peux vous enseigner ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et c'est pas le savoir de la terre entière, mais c'est ça qu'on va faire, et on va aller en finesse là-dessus. Et du coup, ça me donne toujours cet enthousiasme et et des fois, tu sais, même c'est des gens en formation qui m'apprennent un petit truc parce qu'ils me font un retour. Je fais, ah ouais, mais ça c'est chouette et tout. Puis ça me fait toujours, je me sens sur un vrai pied d'égalité dans ces enseignements. Donc c'est riche aussi ces interactions parce qu'on est en petit groupe, parce que les gens, il y en a certains qui n'ont jamais fait d'hypnose, mais il y en a d'autres qui pratiquent dans l'accompagnement, qui ont déjà fait aussi d'autres techniques d'hypnose, donc ils ont aussi leurs expériences, ou d'autres choses en coaching, en PNL, en sophro par exemple, hein. Et du coup il y a des interactions avec tout et une belle complémentarité. C'est ça aussi que je veux dire. Ouais. Effectivement. Puis et en même temps, si on parle de un peu de similarité, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi, je pense qu'en hypnose humaniste, justement avec l'expansion de conscience, je pense que tu lis ces termes-là. Hein? Oui, il y a conscience expansée, je crois, oui, en effet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il parle de l'état un petit peu dissociatif, que quand on, au lieu de dissocier un peu l'inconscient comme une entité, tout, il parle d'une connexion à une conscience supérieure et d'augmenter sa conscience. Donc quelque part, on ne part pas en état d'hypnose, on s'expanse en état d'hypnose et on peut même rouvrir les yeux et garder un peu cet état de conscience augmentée, et c'est ce qui est sympa. Ouais. C'est des gens que j'ai gardés qui m'ont inspiré, ça c'est sûr. Ouais, oui. Et c'est pour ça, moi je pense que éventuellement dans le futur, on se déplace davantage vers la conscience, les états expansés de conscience pour faciliter les changements, à mon sens, plus que juste la programmation. Mais encore là, c'est une question de choix personnel puis de ce qu'on veut. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent dire, moi, je veux pas travailler sur moi. Moi, je fume, ça me dérange, je veux juste arrêter, je veux pas me regarder le nombril. C'est OK. Allez voir tel praticien, puis il va pouvoir le faire. Puis ça va être probablement OK aussi. C'est peut-être que c'est ça qu'il a à vivre dans sa vie. Puis je veux pas partir du principe que tout le monde devrait faire ça, ou grandir en conscience. On a tous notre chemin, puis et c'est juste d'être plus conscient par rapport aux approches. Qu'est-ce qui résonne pour nous? Et d'y aller avec ça. Puis aussi en tant que praticien, qu'est-ce que moi je veux faire vivre? Quel type d'accompagnement je veux faire? Puis tant, comme tu dis, quand on choisit quelque chose qui résonne puis qui nous fait plaisir à faire, en bout de ligne, on va faire du bon travail, puis on va attirer à nous des clients qui vont être, que ça va résonner ce qu'on a à offrir, tout simplement. Super, on a déjà 1 heure, ça a passé rapidement. Juste avant, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez peut-être les poser maintenant. Puis en attendant de voir s'il y a des questions, j'aimerais peut-être partager les prochaines dates
pour le tech? Alors, le technicien en hypnose évolutive, c'est ce qu'on appelle le niveau 1, donc c'est les bases. Et donc, c'est bien de commencer par les bases. Et donc, en septembre, en fait, nous, on travaille sur déjà un format en e-learning, c'est-à-dire quand les personnes s'inscrivent, ils ont tout un cursus de vidéo et théorique et pratique, et un livret. Donc ça, c'est en amont. Donc, ça fait partie de la formation. Et sinon, c'est 2 fois 3 jours en septembre, et c'est en fait sur du 16 au 18, donc vendredi, samedi, dimanche, et c'est des horaires aussi qui correspondent et au Québec et à la France, puisqu'on fait du 14h, 21h en France, ce qui fait au Québec je ne sais pas de bêtises, mais 8h, il me semble, à 15h, je crois. Ou oui, je crois que c'est ça. Donc, on fait bien sûr des pauses. Hein, et c'est ce qu'ils ont dit aussi dans les retours de la dernière formation, que le rythme leur convenait très bien. Donc, 16, 17, 18. Ensuite, il y a 4 jours de pause, d'intégration au niveau hypnose. Hein, je ne dis pas que pour vous, et en pause, hein, vous avez des choses à faire. Et ensuite, c'est 23, 24, 25. Donc, on est au mois de septembre, donc du 16 au 18 et du 23 au 25, 2 fois 3 jours. Exact. Pour la prochaine formation. Et en fait, cette année, c'est pour ça aussi qu'on a fait, qu'on s'est organisé un live, c'est que pour cette année, c'est la dernière session sur 2022. Ah oui, c'est vrai. Donc, si les gens veulent en profiter pour ensuite accrocher, bien sûr, aller plus loin dans cette formation avec le praticien et puis le niveau maître praticien en 2023, bah, du coup, c'est maintenant, en fait. C'est pas en novembre ou en décembre ou en octobre, c'est en septembre. Voilà. C'est la dernière. Ben oui. Fait que vous avez l'opportunité, si ça résonne pour vous. Je vais mettre aussi le programme, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. OK, je vais juste regarder. Bon, là, il y a des questions. Il y a Jacqueline. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, il faut juste que je retrouve. Ah, OK, bon. Ici, Jacqueline, elle a dit « Bonsoir, et en fait, 3TCH, l'hypnose peut aider à se souvenir ce que la CAQ a balayé. » C'est pas assez clair pour pouvoir vous répondre, Jacqueline. Je suis désolé, je sais pas... Enfin, moi non plus, j'ai pas très bien compris ce que c'est que la CAC, mais en tout cas, je me mets avec la notion, tu sais, de souvenir, c'est toujours un sujet. Il faut toujours peut-être rappeler que les mémoires, même en état de conscience modifié, sont pas, comment dire, c'est pas tout. Il peut y avoir une intime conviction, il peut y avoir des résurgences de choses, mais notre mémoire a quand même tendance à des fois aussi comment je pourrais dire, réécrire aussi des moments. Donc moi, je fais attention, tu sais, à des demandes de « je veux me souvenir ce qui m'est arrivé à l'âge de 2 ans avec l'hypnose ». Ça peut être de la création mentale aussi. Et donc là, oui. grande vigilance de la part du praticien quand il y a ce genre de demande. Et par exemple, c'est pour ça aussi que même au niveau des tribunaux, tout un tas de choses comme ça, c'est pas validé d'aller faire de l'hypnose pour se remémorer. Maintenant, il se passe quand même que des fois, dans des états de conscience modifiés, il y a des choses qui réémergent à la conscience qui étaient comme un petit peu, tu sais, on dit, on fait du déni ou on refoule, et qui réémergent. Mais voilà, c'est pas forcément la précision de chaque détail. On peut pas s'en servir si on veut des faits, tu sais, précis, objectifs. Voilà, c'est pas toujours objectif. Ça peut être un peu subjectif néanmoins, dont on se remémore. Ouais. Ici, il y a Aurore, Nat, la différence entre l'hypnose évolutive et réactionnaire. On en a parlé tantôt. Je suis désolé si jamais vous voulez, Aurore, juste aller revoir, on en a parlé là, pas très longtemps. Je regarde aussi les autres. Benjamin, à quand le prochain Maître Pratt HE? 2023. 2023. Sur juin et juillet. Pour ceux qui ont déjà fait le tech et le Pratt et qui attendent le niveau 3. Ils sont nombreux. C'est sur juin, 4 jours en juin et 2 jours en juillet. On va laisser un petit espace entre deux pour aussi intégrer un peu plus d'espace que pour les autres formations, pour intégrer, pratiquer. Parfait. Et Philippe, bravo Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques, on devrait signaler le bon Dr Sims au Cénon pour ça, pour mettre mise en danger la vie d'autrui. Voilà, qu'on se dise. Ouais, effectivement, la TCH, ce n'est pas dangereux. Tu sais, moi, j'ai comme prémisse, tant qu'on ne force rien et que, bon, c'est la personne n'a pas de prédisposition, de maladie mentale ou des choses comme ça, que c'est important à faire aussi. Peut-être tu peux en parler un petit peu, Benjamin, les contre-indications de l'hypnose évolutive
Qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Ouais, les contre-indications, en gros, il y a deux choses. Bien sûr, il y a quand c'est des troubles psychiatriques. Et donc, un trouble psychiatrique, bah, en fait, c'est le psychiatre, pour le coup, c'est la médecine, en première intention, qui s'en occupe. Et puis, bah, de vivre aussi, en toute logique, les séances sous substance, sous emprise de substance. Ça, c'est totalement contre-indiqué. Maintenant, globalement, c'est de manière très générale, c'est super doux, quoi, parce que ça va jamais, tu sais, il y a aussi une notion dans les différences, tu sais, avec Ericksonien et tout, c'est on va jamais contourner les résistances ou des choses comme ça. Les résistances sont des protections. Si la personne se protège, elle a ses raisons. Et c'est en créant l'alliance, en créant la sécurité, en y allant de manière très progressive que on peut avoir accès à de plus en plus de choses. Donc, moi, j'ai jamais assisté à ni en formation, ni avec toutes les personnes que j'ai pu voir depuis 10 ans en séance, à des espèces d'effets secondaires négatifs. Bien sûr, parfois, ça nous remue, ça fait remonter des fois des rêves, ça fait faire des rêves derrière qui peuvent être un peu surprenants. Mais à part ça, après, c'est aussi toujours savoir dans quel champ on se situe. Si c'est un psychiatre qui vient se former, et on en a eu en formation, il est psychiatre, il rajoute cet outil d'hypnose évolutive, il sait diagnostiquer son patient et sentir si ça peut fonctionner ou pas. Si c'est une personne qui est dans l'univers de le développement personnel, qui à la base avait une expérience professionnelle dans d'autres univers qui sont ni de la psychothérapie ni de la médecine, alors on va être dans le champ connaissance de soi, développement, connaissance spirituelle, et du coup, les troubles psychiatriques, c'est pas pour nous. Il faut savoir poser ses limites aussi. En effet. Il y a Véronique qui dit, en tant que psychologue pratiquant la chose, ce que j'aime, c'est que chaque séance est un nouveau voyage créatif. Effectivement, Véronique, je ne sais pas si tu la replaces, Benjamin. Si. Ça fait plaisir de voir son nom. Ouais, bien sûr. Merci. Et on a Zachary. Est-ce qu'il y a une application mobile qui propose des séances d'hypnose spirituelle ou évolutive? Je vais te faire venir, Zachary, à un moment donné. Ouais. Mais oui, effectivement, on peut glisser un mot sur Happy. Écoute, je te laisse en parler, Benjamin. Effectivement, donc Zachary a eu comment je pourrais dire, un projet extraordinaire de créer une application d'hypnose avec orientée sur pas mal de thématiques en lien avec, par exemple, les troubles du sommeil ou la gestion des émotions, la motivation. Et donc cette application s'appelle Happyz, H-A-2-P-I-Z. Et du coup, il y a beaucoup de contenu sur cette application et ça a été fait. Et que c'est toi qui as enregistré la voix masculine? Voilà, moi j'ai fait la voix et j'ai fait quelques textes aussi, des voyages un petit peu oniriques, notamment. Moi j'ai principalement travaillé sur les troubles, enfin pas les troubles du sommeil, mais favoriser l'endormissement. Parce que j'avais déjà ça moi sur YouTube depuis longtemps, des guidances des gens écoutés, qui sont finalement des voyages un petit peu comme des rêves, avec plein de possibilités. Puis aussi un non-verbal, on travaille beaucoup sur le non-verbal qui favorise une relaxation profonde puis un endormissement. Donc ça c'est un petit peu autre chose par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais c'est une des aspects de l'hypnose qui existe. Donc voilà, moi j'ai fait la voix masculine des audios. Il y a une voix féminine aussi qui est tout à fait merveilleuse à écouter, qui s'appelle Charlotte. C'est que des vrais gens derrière, c'est que des vrais auteurs de séances, et ça a énormément de succès sur les stores. C'est l'application d'hypnose qui est la mieux notée. Les gens sont ravis, donc elle est toute nouvelle, elle est sortie cette année, mais elle est prometteuse. Ben oui. Et petit scoop par rapport justement de proposer des séances d'hypnose spirituelle, on va offrir éventuellement une petite place sur Happyz pour les gens qui veulent des séances d'hypnose spirituelle. Il va avoir cette possibilité-là, donc et tout ça grâce à Zachary. Donc merci à toi, Zachary, d'avoir mené ce projet-là. C'est vraiment super. Bon, écoutez, une petite heure et quart, c'est bien. On a bien fait le tour. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre l'adresse ici, satisfaction@institut-iihs.com. Donc, Mona qui va pouvoir vous répondre et quelques questions que ce soit. Et si vous êtes intéressé par le technicien, vous pouvez vous joindre à nous en septembre. As-tu un petit mot de la fin, Benjamin? Déjà, merci, parce que tu me fais confiance depuis maintenant
à une année près, je me souviens jamais, mais je dirais 7 ou 8 ans quand même. Ouais. C'est toujours des magnifiques souvenirs, toutes ces sessions. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer énormément de gens dans ces formations et le fait qu'on soit passé aussi depuis le confinement sur un format digital avec Zoom permet de réunir en même temps les gens du Québec, de Suisse, de France, de Belgique, parfois même d'Australie, de Tahiti, on a eu de Nouvelle-Calédonie. Bon, certains, des fois, c'était des créneaux horaires malgré tout un peu fatigants, mais on a eu du coup des fois des cohortes absolument dingues. Ouais. Ça crée des liens entre les gens qui sont magnifiques. Donc, il y a un aspect aussi communauté dans les formations qui se créent, parce que nous, on fait des petits groupes, en fait. On fait pas des cohortes de 60, donc en ligne. Quand on passe 6 jours, ça fait 6 x 6, 36 heures à faire des binômes, des pratiques avec des gens et tout toujours sur des sujets intimes, profonds, authentiques. Ça fait des liens d'amitié qui sont superbes. Je le vois bien parce que j'ai des interactions, puis j'ai des retours. Je garde aussi moi-même du lien avec les gens, donc c'est vraiment chouette. Et c'est un beau voyage. Voilà, c'est un beau. Donc merci, je voulais dire, c'est un honneur de pouvoir contribuer à ça. Voilà. Un grand merci à toi aussi d'avoir développé ça. C'est parfait, comme les gens disaient. Et allez voir les témoignages si vous les avez pas vus. Vraiment, ça donne une bonne idée. Et puis la page, on pourrait le mettre. C'est sur ta page de Facebook. C'est juste l'autre vidéo, la dernière publiée hier, et c'est super de voir ces témoignages. Ben oui. Et s'il y en a parmi vous qui se dites ou qui avaient la croyance que j'avais avant, avant la pandémie, que à distance, c'est moins bien qu'en personne. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut pas se serrer dans les bras, mais vraiment, ça fonctionne très, très bien. Et même, il y a parfois même des personnes qui ont donné les témoignages. Est-ce que, je sais pas si tu te rappelles, Benjamin, il y avait la personne qui avait donné le témoignage. Et elle se posait la question, est-ce que les gens vont aussi profondément dans le lien en présentiel qu'à distance? Parce que le fait, justement, d'être dans sa bulle, puis le fait... Tu sais, c'est surprenant, en fait, l'intimité qui se crée à distance. Donc, si vous avez des peurs par rapport à ça, je pense que j'ai pas... Mais ceci dit, ça se passe bien parce que ça se prête bien à notre format. Parce que Benjamin a mentionné tantôt, il y a des vidéos, une portion en e-learning à écouter. Donc, quand vous êtes ensemble, il y a une démo, il y a de la pratique, peut-être un petit peu de théorie, mais ça bouge. C'est certain que si vous avez un formateur qui vous parle pendant 2-3 heures, vous allez mourir comme tout le monde. Mais si vous êtes dynamique, vous êtes engagé, ça se passe super bien et ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, Et du coup, je peux juste rajouter un mot sur le rythme parce que en fait, on fait du coup, je fais toujours une session de 1h20, une pause de 20 minutes, 1h20, une pause de 1 heure. Et ensuite, à nouveau, la deuxième demi-journée, c'est 1h20, une pause de 20 minutes et 1h20. Et c'est alterné entre des explications, une démo avec un volontaire. Donc, parmi les participants, il y en a qui ont l'incroyable honneur de recevoir une séance de ma part. Et ensuite, un débrief. Et après, les gens partent pratiquer en binôme. C'est Zoom qui crée les sous-salles. On clique. Moi, je dis 4 temps de salle. Si on est 10, c'est 5 salles. Et hop, ils découvrent leur binôme. C'est toujours distribué comme au hasard, entre guillemets. Et puis ensuite, on revient, on fait des débriefs en groupe. Donc, ça fait un rythme hyper, comment je pourrais dire, ça fait une structure de rythme qui est vraiment adaptée aussi au rythme d'apprentissage des gens. Et ça, ils ont tous été unanimes sur les retours que ça correspond hyper bien. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Et aussi 2 fois 3 jours, c'est mieux qu'avant, on faisait 6 jours d'un coup. Là, ça fait aussi une pause de 4 jours pour... Et ensuite, on y retourne. Effectivement, donc c'est vraiment... Et en plus, quand c'est à distance, on enregistre. Donc, vous pouvez avoir accès aux enregistrements par la suite, ceux qui veulent réécouter, ce qui est plus compliqué à organiser quand on est en présentiel, mais que pour ceux qui suivent la formation à distance, pour toutes nos formations, on enregistre pour que vous puissiez réécouter. Donc, vous avez cet avantage-là. Bon, ceci dit, on va arrêter là. Merci à tous. Merci Benjamin. Merci. On se retrouve pour la prochaine fois. Et d'ici là, je dis bonne continuation. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À très bientôt.